petits remerciements que je pourrais faire en fin de parcours, mais je vais les faire tout de suite. Je voudrais remercier Marie-Thérèse Petiot, donc, qui est la responsable du département du développement des collections et directrice adjointe. Je ne sais pas si elle est là, oui. Bonjour Marie-Thérèse. Juliette Gestard, donc responsable du département des manuscrits livres anciens, donc, avec lesquels, et Ismaël, qui est conseiller littéraire pour la bibliothèque de la Sorbonne, et qui est une personne ressource, dont je peux dire qu'elle est absolument irremplaçable, surtout gardez-la, et surtout d'une patience d'ange, parce que je l'ai mis à contribution, il a toujours été présent et très très réactif. Et donc ces trois personnages extraordinaires m'ont fait visiter la bibliothèque de fond en comble, on peut le dire. C'est un vrai labyrinthe. Entre tous les bâtiments, d'ailleurs, je m'y perds, en essayant de retrouver le parcours, comme vous pourrez le voir dans ma nouvelle, j'en ai eu besoin. Et ça devenait très compliqué, parce qu'en plus de ça, on a des étages qui sont des -2, mais qui se trouvent finalement au niveau de la rue. Donc, pour essayer de s'y retrouver dans ce labyrinthe, c'est vraiment, c'est pas facile du tout. Donc ça a été absolument extraordinaire, cette déambulation de bâtiment en bâtiment, d'étage en étage, 8 étages en dessous, 3 étages en dessous. C'était absolument fantastique. Et bien sûr, je remercie Laurence, donc Laurence Gobis, qui est la directrice de la BIS, sans qui cette belle aventure n'aurait pas été possible. En tandem avec la Maison des écrivains et de la littérature, bien sûr, mais quand même, merci Laurence de m'avoir permis cette visite, de m'avoir donné une carte dont malheureusement je n'ai pas pu profiter puisque j'ai subi une grosse opération qui m'a complètement immobilisée pendant longtemps, trop longtemps. Et puis je suis loin aussi de Montpellier, donc ça n'a pas rendu très très facile de me retrouver sur place autant que j'aurais aimé, voilà, pour préparer ce texte. Ce texte qui s'appelle « Opération spéciale ». Bien sûr, cela devait arriver. Avec quelques 100 milliards de planètes annoncées dans notre seule galaxie, quelle probabilité avions-nous d'en être les seuls habitants? Quand il apparut que l'arche de nos visiteurs, un monstre longiligne, avoisinant les 100 hectares, se poserait en France, la panique saisit notre gouvernement. Une part non négligeable de la banlieue parisienne orientale se trouvait sur la trajectoire. La mutation du virus H5N1, désormais transmissible à l'homme, avait réduit de moitié la population régionale. L'évacuation des riverains et de la faune s'exécuta sans désordre excessif. Ensuite, entourée de délégations du monde entier, la présidente s'était préparée à recevoir nos hôtes en compagnie de ses ministres. Préparation succincte. Impossible de savoir à quoi s'attendre. Nos visiteurs arrivaient dans la plus totale opacité. Aucune tentative de communication n'avait filtré de leur nef. Celle-ci, par un prodige que nos scientifiques espéreraient bientôt comprendre, s'arrêta en vol stationnaire au-dessus du Val-de-Marne, sans que le moindre bâtiment fût touché. À distance respectable de la gigantesque structure et du champ de force qui la rendait inaccessible, des estrades avaient été construites. Les officiels s'y étaient succédés. Les jours avaient passé, puis les mois. Rien ne bougeait. Chacun était revenu chez soi. Moi, la première, dans l'appartement que je détenais à Vincennes. Par chance, mes fenêtres s'ouvraient à l'ouest, si bien que l'ombre portée du vaisseau me gênait assez peu. Le soleil des après-midi finissantes irradiait encore mon séjour lorsque je rentrais du travail. Presque 3 ans après son arrivée, l'astronef manifesta des signes d'éveil. Une nouvelle ruée de leaders politiques s'ensuivit. En
On se hâta de rénover les estrades que des gamins avaient transformées entre-temps en structures d'escalade. On en construisit d'autres, devant la Sainte-Chapelle, entre les bâtiments du roi et de la reine au château de Vincennes, et on attendit de rechefs. Sans manifestation guerrière des arrivants, les Français s'étaient départis de leur peur. Malgré les barrières interdisant le périmètre, une foule de badauds se pressait alentour, quand une ruée de sphères miroitantes surgit de la nef. Les officiels présents sur les estrades, comme autant d'offrandes propitiatoires, furent gobés les premiers. Puis, ce fut le tour des femmes et des hommes venus profiter du spectacle, sans discrimination de genre. Plus vous couriez, plus vous sembliez déchaîner l'intérêt des visiteurs et précipiter votre engloutissement. À l'abri de l'action, derrière les images des drones caméras, les journalistes avaient d'abord évoqué probable une succession d'enlèvements. Comment ne pas éprouver, en effet, de la curiosité pour notre espèce? Quand les globules recrachèrent les premiers corps à demi mâchés, nos journalistes durent réviser leurs hypothèses. Il n'était plus question que de poursuite et de prédation. À l'évidence, toute tentative de communication avait tourné court. Malheureusement, aucune des représailles des forces de sécurité présentes ne montra la moindre efficacité. Les sphères de nos agresseurs jouissaient de la même protection que leur nef. La situation tournait au désastre quand elles semblèrent brusquement abandonner leur chasse à l'humain. Elles s'égayaient de part et d'autre du château de Vincennes, sur l'avenue du Général de Gaulle, la rue Carnot, mais sur le cours des Maréchaux que bordaient des frênes, des pruniers de Damas, des platanes et de majestueux marronniers. Grâce aux essaims des micro-caméras de la presse, on vit un premier arbre disparaître sous une grappe d'extraterrestres, puis un autre, et encore un autre. En les découvrant transformés en sciure, l'un des commentateurs se rappela les leçons de la Bible. L'invasion des sauterelles, la 8e plaie d'Égypte. Les envahisseurs allaient-ils s'en prendre récolte? Dirait-on d'eux, comme d'Attila, là où ils passent, l'herbe trépasse? Ils avaient atteint l'esplanade. Ils se disséminèrent alors dans le parc floral et le bois. Ils s'étaient désintéressés de leur première proie, au moins en apparence. Par chance, j'étais à l'atelier ce jour-là. Je restaurais l'autre monde où les empires et états de la Lune de Cyrano de Bergerac, et j'étais si concentrée que la Sorbonne aurait pu s'effondrer avant que la tragédie parvienne à ma conscience. Du moins, le pensais-je, car en entendant des cris d'horreur, puis une succession de galopades dans les escaliers de la bibliothèque, je relevai le nez de mon travail, en proie au doute. Un incendie? Mais aucune alerte n'avait retenti. C'est alors que mon amie Lucille déboula en hurlant. « Il nous mange! Il nous mange !» Elle haletait si fort que je peinais à la comprendre. « Mais de quoi parles-tu ?»« Les extratigresses! Bon, les idiots, quoi! Ils ont bouffé nos ministres, la présidente leur a échappé ric-rac, on évacue! Tu ferais mieux de te barrer !» Elle s'est tapé le front. « Ah zut, c'est vrai! Tu habites à Vincennes. Viens chez moi, c'est plus sûr. » Elle me tirait le bras. Je me suis dégagée. Ils ne sont pas ici. Je me trompe. Ni dans la bibliothèque, ni même arrivés dans la cour. Alors, j'ai le loisir de plier, non? Comme tu veux, moi, je file. Sa phrase n'était pas terminée qu'elle avait disparu, abandonnant dans son sillage les relents âcres de sa peur. On surnomme Lucille œil de lynx.
parce qu'une araignée microscopique, invisible à la plupart de ses collègues, suffit à déclencher ses hurlements. En temps normal, je ne me serais pas inquiétée, mais j'avais entendu les cavalcades. J'ai touché du doigt mon écouteur et grommelé. « Clio, le fil info !» J'imagine que mes yeux ont dû s'écarquiller, tandis que l'appareil confirmait l'anthropophagie de nos visiteurs. Cependant, plus je parcourais le fil, plus je m'apercevais que la séance cannibale n'avait pas duré. Une grosse partie du bois de Vincennes, en revanche, était ratiboisée. 1000 hectares, le plus grand espace vert parisien. Et bientôt, il n'en resterait rien. Mesdames, messieurs, la bibliothèque ferme dans le Merci de vous rendre dès à présent à la banque des commissions. Alors se dépêcher là. Un quart d'heure avant la fermeture. 1000 hectares, le plus grand espace vert parisien, et bientôt il n'en resterait rien. Oserais-je dire que sa destruction m'affectait davantage que celle des ministres? C'était l'un des rares lieux où je m'aventurais encore à la nuit tombée. Tant de caméras de surveillance y avaient été installées au prétexte de recenser la faune que les démons humains s'en tenaient éloignés. Machinalement, j'avais écouté commentaire après commentaire, tout en rangeant mon matériel et le manuscrit sur lequel je travaillais. J'en conclus que je ne risquais rien à rentrer chez moi, et en prévins Lucille, par SMS, ainsi couperais-je court aux critiques explosives qu'elle n'aurait pas manqué de produire si je l'avais appelée. Absorbée dans mes pensées, je marchais vers la station Saint-Michel-Notre-Dame pour aller prendre mon RER. Je ne remarquai pas, avant d'atteindre les quais, l'absence de la foule habituelle. Seuls quelques voyageurs, au visage décomposé, attendaient la rame. Les épaules recroquevillées de qui cherche à offrir moins de prise à des agresseurs cannibales. Ils ne cessaient de jeter des regards furtifs alentour. Je changeai comme d'habitude à Châtelet-Léal et me surpris à presser le pas, ce qui m'agaça. Me forcer à ralentir n'allait pas de soi. On me bousculait, on m'adressait des commentaires exaspérés. Je finis par calquer mon allure sur le flux précipité de celles et ceux qui transitaient encore, soucieuse de ne plus l'interrompre. À Vincennes, hormis un pauvre R imbibé qui dansait le long du quai, sa bouteille à la main, et proférait de nébuleuses imprécations, j'étais l'unique voyageuse des deux côtés de la station. Cette fois-ci, l'appréhension me serra le ventre. Je me hâtai vers la sortie. Même au plus fort des derniers jours de grève au début du printemps, les lieux étaient moins désertés. Dehors, quelques escadrons de police stationnaient, à l'abri de leurs véhicules. Un CRS me hurla de filer me mettre à l'abri. Et qu'est-ce que je faisais à l'extérieur? Avais-je perdu la tête? J'esquivais en frissonnant une succession de souillures suspectes à l'odeur de rouille et soupirais de soulagement alors que se profilait le portail de mon immeuble, rue Robert Giraudineau. En poussant la porte de mon appartement au 4e étage, j'avais retrouvé mon calme. Les lieux baignaient dans le soleil du soir, comme d'habitude. J'osais sortir sur le balcon, lever la tête vers l'arche de nos envahisseurs. Aucun mouvement. Les journalistes l'avaient annoncé aux infos. Les prédateurs avaient regagné leur nid. Avaient-ils assouvi leur faim? Et si oui, pour combien de temps? J'ai supporté de rester cloîtrée chez moi toute une semaine. Commencé à trépigner dès la suivante, puis décidé d'ignorer les conseils de prudence. L'arche était de nouveau opaque et silencieuse. Je n'avais pu m'empêcher de ricaner en pensant que, par miracle, nos envahisseurs avaient la digestion laborieuse. Les
L'exécutif se fit sans doute la même réflexion parce que l'obligation de confinement fut levée. Néanmoins, quiconque n'était pas tenu de se rendre sur le lieu d'une activité indispensable à la nation était censé ne sortir qu'à minima. Leurs réclusions successives ont appris la patience à mes concitoyens. Du moment que l'État les dédommage, quelle idée de prendre le moindre risque? Personnellement, même si mon métier n'avait rien de vital ni d'essentiel, je l'aimais trop pour décider de m'en passer. Si bien que j'étais de nouveau attablée devant mon manuscrit quand une nouvelle escadrille de sphères miroitantes fondit sur Paris. Mes quelques collègues revenus travailler, toutes des femmes, étonnamment, s'engouffrèrent, qui dans les ascenseurs, qui dans les escaliers, pour se réfugier au 3e sous-sol en compagnie des incunables. J'étais peu sujette à la claustrophobie, j'avais suivi le flux. Mais l'idée de m'enfermer avec une troupe de mes semblables me valut une poussée d'angoisse. Après tout, preuve était faite que nos visiteurs ne nous digéraient pas. Les médecins légistes l'avaient assuré. J'estimais donc, comme certains commentateurs, qu'ils ne présentaient plus de danger maintenant qu'ils nous avaient goûté et recraché. Pourquoi s'inquiéter? Les drones caméras du journalisme montraient des images rassurantes. Fini la chasse à l'humain, fini les poursuites. Quelques arbres réduits en confettis. Mais rien de comparable à la dévastation du bois de Vincennes. Par ailleurs, quand un reportage se focalisait sur l'une ou l'autre sphère, il donnait l'impression qu'elle jouait, à s'allonger, s'élargir, rapetisser. Plusieurs avaient même adopté fugacement une apparence humaine. Il arrivait aussi que les globules scintillants commencent à pulser, après quoi ils semblaient disparaître. Et comme cela se produisait toujours à proximité de l'un ou de l'une d'entre nous, la préfecture y découvrit un motif d'inquiétude et multiplia ses messages de prudence à destination de toute personne contrainte à se déplacer. Néanmoins, les jours passaient sans que fût dénombrée la moindre victime. Les plus téméraires d'entre nous se rassurèrent et reprirent une vie quasi normale. Un très petit pourcentage de la population francilienne, cependant. Les statistiques en recensaient 3%. Je décidai d'en être, à la différence de mes collègues. On admettait désormais que nos visiteurs se nourrissaient de lignine et de cellulose, lesquels constituent 70% de la masse terrestre, de la biomasse terrestre. Ils ne risquaient pas de l'épuiser de sitôt. Dès lors, pourquoi rester cloîtrés? Lorsque Lucille apprit mon intention de retourner travailler, elle hurla que j'étais folle et raccrocha sans me permettre d'ajouter un mot. Avait-elle peur de se laisser convaincre? S'il est indispensable, le catalogage n'est pas une tâche enthousiasmante. Peut-être se satisfaisait-elle d'en être libérée. De retour à la Sorbonne, j'ai traversé une cour d'honneur entièrement vidée de ses habituels occupants. Étudiants et professeurs avaient été interdits de séjour au prétexte que leurs cours et leurs recherches pouvaient, comme par le passé, s'effectuer en distanciel. En la seule présence des agents mobilisés pour l'ouverture et la fermeture des portes, je profitais de lieux si déserts que je ne pouvais retenir des petits soupirs d'aise. Sans les hélicoptères qui grondaient par intermittence au ras des toits, je n'aurais pas vu d'obstacle à me dépeindre en survivante de l'apocalypse, la dernière femme au monde. Avouons-le, j'ai parfois plus d'imagination que de lucidité. Somme toute, la vie avait continué ailleurs, aussi bien en France que sur le reste de la planète. J'ai rouvert le précieux objet de mes soins et très vite, ma tâche m'absorbait complètement. Ou disons, presque complètement, parce qu'un grincement inhabituel a suscité mon attention.
Il aurait évidemment échappé à ma perception en temps normal, noyé dans le brouhaha de la bibliothèque et de la ville alentour. Là, je savais être seule. Alors, d'où provenait ce bruit ? J'étais à ce point tétanisée que ma nuque devenait douloureuse. Pas un alien n'avait débarré une porte jusqu'ici. Voilà pourquoi le préfet commandait qu'on s'enferme chez soi et qu'on en bouge le moins possible. Mais si l'une de ces portes était restée ouverte, j'avais certes entendu quelque chose et ça ne pouvait être très loin. J'ai regardé mes pieds, chaussés de baskets, ça tombait bien. Je progresserai en silence. Merci de restituer dès à présent vos documents à la banque de communication. Pour le texte. Je progresserai donc en silence. Au bout de quelques pas, je me suis avisée que j'avançais le dos fléchi, comme privé de sa colonne vertébrale. En résumé, le sentiment du ridicule m'ayant saisi, je me suis redressée, sans réussir à m'empêcher de trembler. Maintenant que j'y prenais garde, le calme de la bibliothèque me paraissait à ce point abyssal que je ne parvenais pas à l'associer à la normalité. D'habitude, les lieux bruissent des 1000 témoignages de leur industrieuse activité. Or, en cette fin de matinée, la saison s'y fût-elle prêtée, un bourdonnement de mouches ne m'aurait pas échappé. Je suis passée de l'accueil au premier étage sans rencontrer personne. Littérature, histoire moderne et contemporaine, antiquité et Moyen-Âge, pas âme qui vive dans les salles Romilly, La Brousse et Fustel de Coulanges. Voir dépouiller de toute présence humaine ces magnifiques lieux de consultation dédiés au travail et d'ordinaire bondés m'arracha un frisson. Je mesurais mieux la vastitude de tels lieux déserts et à quel point une confrontation me laisserait démunie. Personne non plus dans les petits espaces de philosophie, Aristote et Jankélévitch. Les salles des doctorants et de formation étaient closes, nul n'avait pu y entrer. Alors, monter directement au 4e, en salle de réserve, explorer les étages intermédiaires, fouiller les services de commande et d'acquisition, voire de livraison, ou même de catalogage au 5e et au 6e. Monter jusqu'au 8e, au rondage. Ratisser les 3 niveaux du sous-sol, de magasin en magasin jusqu'à celui de la réserve. J'en étais fatiguée d'avance. Et puis, je n'entendais plus rien. Je me suis persuadée que mes recherches resteraient vaines. J'ai reniflé d'exaspération afin de conjurer ma peur et décidé de regagner mon atelier. J'allais quitter l'étage quand je me suis rappelé tardivement une anomalie. Des livres traînaient sur les tables dans toutes les salles. Un oubli des bibliothécaires paniqués. Autant que je m'en souvienne, après la 2e manifestation des extraterrestres, les lieux avaient été laissés en ordre. Que pouvais-je en déduire ? Un membre du personnel qui profiterait de l'absence de ses supérieurs afin de bafouer les règles établies ? Nous étions 150 quand même. Ou quelque autre indésirable, assez habile pour braver l'interdiction et réussir à entrer. Hasarder quelques pas dans la salle Jacqueline de Romilly m'a coûté, mais je voulais savoir quel livre avait été sorti des rayonnages. Je me suis approchée d'une table et le souffle m'a manqué. Ma main tremblait lorsque j'ai soulevé les deux tomes des propos d'Alain. Ils étaient rongés, comme passés sous les incisives d'un rat. Le vandale s'était également attaqué aux essais de l'auteur. Il n'en restait que des morceaux épars. Plus loin,
Le coffret de la Bible était pareillement détruit, toute une paroi dévorée. Quant aux 3 volumes qu'il avait contenus, il fallait connaître leur nature pour les identifier. Incapable d'en croire le témoignage de mes yeux, j'avançais au milieu de la Pléiade dévastée. La colère avait annihilé ma peur. En découvrant que le profanateur s'était ensuite attaqué aux encyclopédies, je poussai un cri de bête enragée. Mon cri me revint en écho, sans distorsion, et me tétanisa. Un scintillement apparaissait au fond de la pièce. Je compris aussitôt quelle en était la cause. Je me ruai vers l'ascenseur, puis comme je tapais en vain sur le bouton d'appel, je fonçai dans le couloir des salles de réunion, doublai la salle de Néno, dévalai les escaliers. Je m'aperçus en chemin que j'avais complètement perdu la tête. Mon réflexe avait été de courir me réfugier dans mon antre, alors que j'aurais évidemment dû dégringoler directement à l'accueil, chercher le renfort des agents, voire rallier la rue. Tout, plutôt que de rester ici près d'une de ces créatures, parce que je n'en doutais plus. Des aliens étaient entrés dans la bibliothèque, peut-être même sur mes talons, puisqu'ils parvenaient à se rendre invisibles. Et ils l'avaient trouvée exquise, notre bibliothèque, au sens fort. Je gémissais sans cesser de courir, à condition de supporter la colle et autres adjuvants. À quoi ressemble un livre pour un vandale qui se délecte de cellulose, sinon à une friandise délicieuse? J'allais claquer la porte de mon repère quand mon geste est resté en suspens. Une silhouette se profilait devant moi, reconnaissable entre toutes. « Nathan ?» me suis-je étranglée dans un mélange d'espoir et de panique, avant de m'apercevoir de cette bizarrerie. La personne qui me faisait face n'avait pas la bonne taille et ses contours brasillés. Par surcroît, la présence de mon compagnon sur mon lieu de travail représentait une impossibilité manifeste. Un cancer l'avait emporté 2 ans plus tôt. J'avais beau rêver de lui nuit après nuit et le sentir toujours à mes côtés, je ne me jugeais pas assez puissante pour le faire apparaître dans la réalité. Si l'ersatz composait un excellent fantôme, malgré son odeur entêtante d'humus, l'illusion cessa tout à fait quand il entreprit d'articuler « Nathan ». La voix sonnait creux, et les voyelles s'étiraient exagérément. Tandis que je me barricadais, haletante, la confusion me brouillait l'esprit. À ma connaissance, aucun de nos visiteurs n'avait tenté de communiquer avec nous. Et comment celui-là réussissait-il à générer un double presque fidèle de mon amour défunt? L'espace d'un instant, j'avais eu le sentiment de le voir, vivant, devant moi. Il ne pouvait y avoir qu'une seule explication. Les aliens lisaient nos esprits. Ou du moins, ils pouvaient en décrypter certaines images et les reproduire. Au moins le mien. Alors, laissez passer cette chance de les comprendre un peu. Après tout, Yel ne s'était pas montré agressif. J'ai pensé à Lucille, grimacé en l'imaginant en train de hurler à l'imprudence, et rouvert la porte sur mon vandale aux effluves herbacées. Revenu à l'état de sphère miroitante, il a aussitôt adopté l'apparence de mon ami, quoique plus bedonnante qu'en réalité. Mais du sais, j'ai bredouillé, non sans une sorte de rage devant la copie imparfaite. Les voici grosses! En face de moi, le double de Lucille s'est affiné, tandis qu'il ânonnait « Pas si grosse !»« Oh, ça suffit le perroquet !»« Perroquet !» Je n'ai pu m'empêcher de rire. Lucille souffre d'une dyslexie bien corrigée, mais qui l'amène parfois à s'en mêler quand elle est perturbée.
Sa copie n'en paraissait que plus réelle et j'en oubliais ma peur. Bon, si mon vandale tentait de communiquer, j'allais devoir l'aider à transformer l'essai. Je n'ai pas hésité longtemps. Ma tablette extirpée de mon sac me servirait d'outil. J'ai tapé un A, énoncé A, attendu qu'elle répète, enchaîné avec B, puis avec toutes les lettres de l'alphabet. Dès que j'ai commencé à les combiner, Yel a semblé saisir, reproduit facilement mes associations, puis la phrase que je venais de composer. Les extraterrestres sont de fiefs salopards. Là, je me suis écroulée, incapable de poursuivre, tant je riais. Lucille, E.T., émettant une telle affirmation, c'était si proche de ce que mon ami aurait pu déclarer que je peinais à reprendre mon souffle. Cependant, la copie gardait l'œil vague, ce qui m'a permis de retrouver mes esprits. Pour la communication, nous étions encore loin du compte. Mon vandale se contentait de produire des itérations. Je me suis désignée en pointant la main vers ma poitrine. Moi, Louise. Je l'ai montré du doigt. Et toi? Moi, Louise, et toi? J'ai secoué la tête en exagérant mon air désappointé, cherché sur ma tablette un reportage de l'arrivée de l'Arche, exécuté un va-et-vient de l'image au sosie de Lucille et reproduit le mouvement quand les sphères ont déboulé du vaisseau avant de montrer l'alien du doigt de Rechef. C'est en suivi un déluge de phonèmes à ce point imprononçable que j'en suis venue, non sans regret, à cette conclusion. Nos visiteurs parviendraient à maîtriser notre langage bien avant que nous n'annonnions le leur. Au moment de la fermeture et de quitter la bibliothèque, je n'avais pas mis l'intrus dehors. À la vérité, j'ignorais tout à fait comment procéder pour l'éjecter. Et j'étais sûre qu'aller chercher le renfort du personnel aux portes ne servirait à rien. Par surcroît, je n'avais aucune intention d'ébruiter l'étonnante présence, laquelle, je dois l'avouer, non content de me surexciter, me donnait le sentiment d'être élue. À moins que cela ne m'eût échappé, et la catastrophique interaction liminaire exceptée, aucun contact sérieux n'avait été noué avec nos visiteurs jusque-là. Et si je ne me trompais pas, j'étais la première à bénéficier de cet extraordinaire échange. Je ne suis pas rentrée chez moi sans m'être assurée que le sosie de Lucille avait enregistré l'interdiction de grignoter nos livres. Et compris qu'ils n'étaient pas des friandises dont on pouvait se goberger en les goûtant l'un après l'autre. En revanche, maintenant qu'elle savait déchiffrer, il lui ouvrirait tout le champ des possibles. D'autant que je lui laissais ma tablette, dont les commandes vocales étaient enfantines. Et elle aurait le loisir d'explorer le net à sa guise. Je ne pensais pas commettre une grande imprudence en donnant les clés de notre monde à des mangeurs de cellulose. J'étais restée hors ligne la journée entière. J'ai rétabli la connexion d'une pichenette sur mon écouteur. La connexion est rétablie. Nous vous remercions de vous diriger vers la sortie et vous souhaitons une bonne soirée. Comme je m'en doutais, Lucille avait multiplié les appels, de plus en plus angoissée. La tentation de restaurer un bienheureux silence m'a traversée. Je lui ai résisté. Je trouvais délicat de me montrer injuste. Pour autant, parler de son double à mon ami, pas question. Je me demandais comment lui cacher mes fantastiques occupations, quand, à peine avions-nous échangé 3 mots qui l'avaient rassuré sur mon sort, Lucille se mit à m'abreuver des 1000 anecdotes du jour. Ma tâche m'avait gardé concentrée, n'est-ce pas? Je ne pouvais demeurer privée des dernières informations. J'en retins une
qui m'inquiéta au plus haut point. Dorian Marvella, ministre intérimaire à l'Intérieur, avait déclaré son intention de capturer l'un de nos visiteurs. Même si les commentateurs gloussaient, en assurant qu'il avait déjà essayé en pure perte, rien ne prouvait qu'il resterait toujours bredouille. Et si j'avais ricané, moi aussi, en regardant la veille, l'humoriste Marietta Dondonc le singeait à la perfection, je n'en avais pas moins frissonné. Je me méfie des réactions des hommes politiques quand ils se savent bafoués. Le lendemain, dès l'ouverture de la Sorbonne, je me précipitais à la bibliothèque. Là, j'allais d'étage en étage, sans réussir à dénicher la créature que j'avais baptisée Bouboule. Absente des salles de lecture du premier étage, elle ne s'était pas davantage installée au-dessus, dans les bureaux de la bibliothèque Victor Cousin, ni dans le département des manuscrits et livres anciens, pas plus que dans la salle de lecture de la réserve. J'explorais tout, de la réception des commandes jusqu'à l'estampillage des livres au 8e étage, en passant par les postes de catalogage au 5e et 6e, puis en dégringolant de magasin en magasin dans les sous-sols de l'autre bâtiment. Bouboule demeurait introuvable, et je n'arrivais pas à m'y résigner, d'autant que l'alien avait embarqué ma tablette. Comble d'infortune, le manuscrit sur lequel je travaillais avait disparu, et je soupçonnais que le larcin ne s'était pas arrêté à ce seul opus. Je me suis effondrée sur ma chaise, et je dois avouer que j'ai versé une larme. Impossible de ne rien déduire de ces disparitions. J'avais commis la plus infernale des bêtises en donnant tous ces éléments à mon visiteur. J'imaginais sans peine comment Laurence aurait réagi si elle n'avait été croquée le premier jour. Comment, en tant que directrice de l'ABIS, elle aurait accueilli ces nouvelles? Et ce qui s'ensuivrait quand son successeur mesurerait l'étendue de mon imprudence. Mes qualifications acquises trop récemment à l'INP m'en empêcheraient pas mon éviction. Je me résignais à revenir en ligne pour confesser ma faute, quand un scintillement en périphérie suspendit mon geste. Cette fois, le globule me présentait un nouveau portrait proche de la perfection, témoin manifeste de ma culpabilité. Si la métamorphose ne s'était pas produite sous mes yeux, j'aurais juré que feu notre directrice venait d'entrer dans l'atelier. Je m'aperçus alors que l'autre monde où les empires et stades de la Lune avaient réintégré mon bureau ainsi que ma tablette. Si le soulagement ne m'avait pas coupé les jambes, j'aurais volontiers sauté au cou de la créature, qui me remerciait d'ailleurs, et m'informait qu'elle avait également rapporté ses autres emprunts, et demandait que l'on pardonne la méprise initiale des siens. Ils étaient affamés quand ils étaient sortis de leur arche, et la nourriture était mobile dans leur monde d'origine. Bon sang, Nathan, si tu pouvais voir ça, pensais-je en mesurant avec quelle aisance l'alien était arrivé à maîtriser ma langue en quelques heures. Puis, je m'avisai que la reproduction désormais fidèle de mon compagnon disparu ne produisait pas un son et s'adressait à mon esprit. Sacré tour de force, dont j'aurais aimé comprendre les arcanes. Mais il m'a paru vite que si Bouboule lisait en moi, l'inverse était exclu. Néanmoins, j'eus bientôt la réponse à mes plus pressantes questions. Quand les intelligences artificielles qui géraient et pilotaient l'arche avaient enfin découvert une planète habitable pour leur précieuse cargaison, celle-ci s'était effacée dans sa forme originelle. Des millénaires de voyage avaient provoqué l'extinction des spécimens embarqués vivants. Conjugués à l'épuisement des ressources, les radiations avaient réduit à néant leur capacité à se reproduire.
Néanmoins, afin de pallier la destruction de leur monde et survivre en tant qu'espèce, ils avaient anticipé cet effondrement. Une banque d'embryons très bien protégés permettrait leur renaissance le moment venu. Je comprenais maintenant pourquoi nous avions attendu 3 ans le réveil de l'Arche. On n'avait pas conféré d'autre mission aux IA que de trouver une planète adéquate et de donner naissance à nos envahisseurs. Des bébés! Nous avions eu affaire à des bébés qui n'avaient pas la moindre idée qu'ils pourraient rencontrer d'éventuels autochtones, qui ne pensaient qu'à se nourrir et à jouer. Finalement, je suis allée appeler le directeur. Il endosserait volontiers un rôle d'ambassadeur, comment t'en douter. J'étais même raisonnablement certaine qu'il renoncerait à m'éjecter. Moi, la responsable du premier contact, après qu'il aurait à son tour communiqué avec Bouboule. J'ai tapé sur mon écouteur et je suis revenue en ligne.